Bonsoir, petit comité, mais vous allez voir, vous serez bien content d'être venus pour une conférence assez atypique. D'habitude, j'accueille le conférencier et je me laisse porter. Là, je vais être un peu plus partie prenante, entourée de mes deux collègues. Alors, c'est des collègues de très longue date. Parce qu'il y a une particularité dans nos musées, c'est qu'en général, on y travaille très longtemps, voire on y fait sa carrière, parce que voilà, c'est pas des sujets neutres et c'est quelque chose qui se vérifie assez largement. À ma gauche, Florence Saint-Cyr, responsable du musée de la résistance et la déportation de l'Ain et du Haut-Bugey. De l'Ain. Voilà. Autrefois, ça s'appelait Haut-Jura, mais voilà. Plus aujourd'hui. De l'Ain. Donc, c'est un musée qui est rattaché à la conservation départementale de l'Ain. Donc, Florence est en poste depuis fort longtemps. 2001. Depuis 2001 à Nantua. Moi, je suis là depuis 2002. À ma droite, notre petit frère adoptif, Vincent Brion, qui lui est directeur du musée de la résistance à la déportation de Besançon. Pas depuis très longtemps, mais il y travaille depuis un peu plus longtemps. L'idée, c'est de vous présenter de façon croisée nos collections, leurs spécificités communes et leurs particularités qui sont réelles. Ce sont des musées qui ont en commun d'être gérés par des collectivités locales, 2 municipalités et un conseil départemental, vous l'aurez compris. Mais avant tout, on va peut-être vous dire un peu le cadre dans lequel on travaille. Donc on est des musées ayant le label Musée de France, ce qui nous donne un certain nombre d'obligations, mais aussi un certain nombre de droits. Voilà. Et c'est aussi un label. Alors qui veut expliquer ce que c'est qu'un musée de France? Florence, par exemple. Un musée de France, c'est un musée qui est reconnu, on va dire, par le ministère de la Culture pour la qualité généralement de sa collection. Donc, pour obtenir ce label, il faut avoir une collection suffisamment importante, cohérente. Par exemple, pour le musée de la Résistance de l'Ain, la collection a même été contrôlée dès 1993. Et on a eu le label Musée de France donc en 2002, au moment de l'instauration de la loi musée. Il y a eu une nouvelle loi musée en 2002. C'est ça. Alors nous aussi, on a été reconnu Musée de France en 2003, après avoir été contrôlé par l'État depuis 1965, date de la création de la première collection du premier musée de la résistance et de la déportation de Lyon, qui, pour les personnes qui s'en souviennent, était situé dans les anciens locaux du Muséum, au boulevard des Belges, dans le 6e arrondissement. Alors Vincent, quelles sont les obligations d'un musée de France en termes de collection? J'ai l'impression de revivre le concours. Non, juste pour vous dire que c'est assez similaire à Lyon pour Besançon, puisque on est contrôlé par la direction des musées de France depuis 1969 et donc musée de France depuis 2002, date de la loi. Les missions d'un musée de France, donc un musée de France acquiert, étudie, conserve et expose ses collections. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Marion justement. Je ne sais plus la définition exacte, mais pour l'éducation et la délectation des publics, ce dernier mot qui parfois nous pose un petit peu question dans nos musées spécifiques, puisque peut-on se délecter des collections qu'on conserve, c'est compliqué. Néanmoins, ça pose aussi quand même des questions d'exposition, puisqu'est-ce qu'on peut parfois sortir du cadre d'exposition des musées d'histoire pour essayer de proposer un rapport en particulier à l'objet et parfois à l'œuvre d'art un petit peu différent. C'est ce que vous avez magnifiquement bien réussi dans votre dernière exposition. Donc oui, je pense que oui. Donc vous l'avez compris, c'est la collection qui fonde le musée. Et faire rentrer quelque chose dans une collection d'un musée de France, ça ne se fait pas en 5 minutes, alors même qu'on est des professionnels reconnus. Toute proposition d'acquisition doit être soumise à une commission scientifique régionale d'acquisition. C'est-à-dire que une acquisition, ça peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux. Quand bien même on nous donne quelque chose, on doit soumettre ce projet d'acquisition à cette commission qui valide ou non son entrée dans les collections. Sachant qu'une fois que c'est rentré dans les collections, l'objet devient inaliénable, incessible. En d'autres termes, la collectivité s'engage à le conserver, à le restaurer le cas échéant. Donc bien évidemment, ça engage potentiellement des frais pour le contribuable.
notamment pour ça que les choses sont tellement bordées. Alors on l'a dit, il y a des grandes similitudes entre nos établissements, des origines comparables. Si on se fait un tour de table sur l'histoire de nos origines, vous allez voir, c'est très convergent. Alors, pour le musée de la Résistance et de la déportation de l'Ain, l'initiative débute dans les années 80. C'est le fils d'un ancien chef d'armée secrète qui a été fusillé à Nantua le 14 décembre 1943, qui va être encouragé par le maire de Nantua de l'époque pour fonder un musée. Mais à l'époque, dans l'Ain, il y a eu plusieurs initiatives de musée de la Résistance, puisque dans l'Ain, vous avez plusieurs villes médaillées de la Résistance. Vous avez Oyonnax en raison de son défilé. Vous avez Meximieux, suite pour la bataille de Meximieux. Vous avez Nantua pour la rafle du 14 décembre 1943, notamment. Et puis Bourg-en-Bresse également, le lycée Lalande. Et il se trouve qu'il y a eu une initiative à Oyonnax aussi, une association qui va commencer à constituer une collection pour la ville d'Oyonnax, aidée d'ailleurs par un collectionneur. Et puis vous avez également un lieu martyr qui est d'Ortan, qui a été entièrement incendié donc, en juillet 1944. Et là aussi, il va y avoir une autre initiative pour essayer de fonder un musée. Et puis, il y a eu donc Nantua. Mais c'est Nantua qui finalement va être choisi, puisque le fondateur du musée, Pierre Mercier, va faire acter, en fait, par les élus du département, mais aussi par les associations, le choix d'un lieu. Ce qui fait qu'en fait, toutes les collections vont converger vers le musée de la Résistance. Ça va être une véritable chance, ça va éviter une dispersion des collections. Et même Oyonnax, donc, qui avait commencé à constituer une collection, donc le musée va ouvrir en août 85, donc fondé par une association d'anciens résistants et déportés, notamment de Nantua. Et dès 85, eh bien, la collection constituée par Oyonnax va être mise en dépôt au musée. Et en 2003, suite à la loi des musées de France, eh bien, elle va être rattachée ensuite à cette collection. Donc ce musée va d'abord être donc, associatif, comme fondé par d'anciens résistants et déportés. Il va devenir municipal à partir de 1990, avec dès le départ une aide très forte du département de l'Ain. Et depuis 2004, donc, il a été transféré au département de l'Ain. Et d'ailleurs, nous avons été le premier musée de France à appliquer l'article 11 de la loi musée, qui permet justement le transfert de la collection d'une collectivité à une autre collectivité. Bravo. Peut-être un mot sur le lieu d'implantation du musée. Alors, j'essaie de vous montrer quelques photos. Alors, au départ, j'avais mis une photo des amis du musée qui étaient en train de construire une reconstitution dans le musée en 1993. Et donc, le musée est implanté dans l'ancienne prison de Nantua, donc, qui n'est pas un lieu de répression pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se trouve qu'en fait, c'était le seul lieu disponible mis à disposition par la municipalité à l'époque. C'est un petit peu un hasard si le musée s'est retrouvé dans cette prison. Donc c'est une prison du 19e siècle. Le lieu a une vraie résonance avec les collections qui sont à l'intérieur, mais nous a posé de gros problèmes d'accessibilité, puisque c'est une prison du 19e siècle, rattachée au tribunal d'instance qui est juste à côté, tout en haut d'une pente, avec des marches à peu près dans toutes les pièces, et puis une disposition cellulaire à l'intérieur qui nous a posé beaucoup de problèmes un petit peu pour réaménager les lieux, et on se sent encore un petit peu à l'étroit, même si on a réussi à réaménager ce lieu. En 2000. Donc ce lieu a été mis en accessibilité en 2017. Nous avons réouvert en septembre 2017. Donc on voit une photo de la nouvelle entrée. Autrefois, il y avait un mur ici, et en fait, on a dû décaisser sur plus de 2,50 m, créer cette petite cour en pente douce, avec cette nouvelle entrée en acier cortène, qui permet d'accéder à l'accueil, et puis qui nous a permis de créer un ascenseur, puisque nous avons également le label Tourisme et Handicap. Nous sommes accessibles à tous les types de handicap. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Nantua et au musée de Nantua.
le week-end prochain, si vous n'avez rien à faire. Franchement, mérite un gros détour. On a une histoire un peu comparable, je vais peut-être moins m'appesantir dessus parce que sans doute vous la connaissez mieux. Un premier musée créé dès 1965, donc installé dans les anciens locaux du Muséum d'histoire naturelle, boulevard des Belges. Alors, créé en 65, techniquement ouvert en 67, très vite à l'étroit, et très vite donc des associations d'anciens résistants et déportés qui, tout en collectant, vont solliciter la ville de Lyon pour avoir des lieux plus vastes, avec dans leur collimateur ce bâtiment, bien sûr, ce bâtiment, ancienne école des services de santé militaire, ancien siège de la Gestapo, qui était devenu vacant en début des années 80. Le procès Barbie va servir d'accélérateur, très forte émotion en France, à l'étranger et plus encore à Lyon, puisque c'est là où ce procès s'est tenu. Donc Michel Noir, élu en 1989, va accéder à la demande des anciens résistants et déportés lyonnais et aménager quelque chose qu'il définira comme mieux qu'un musée, donc un centre d'histoire, dans les anciens locaux de l'école de santé. Et donc ce musée ouvre en 1992, il y a 30 ans, il y aura 30 ans cet automne, sous une première forme qui ressemblait plus à un centre d'interprétation avec très peu de collections présentées dans le parcours permanent, voire pas du tout. Et donc un parcours qu'on a remanié en 2012 à l'occasion de nos 20 ans, en intégrant plus de collections. Des collections qui se sont bien sûr beaucoup accrues, mais qui heureusement, pour certaines d'entre elles, avaient été collectées début des années 90. Je pense par exemple à des témoignages ou à des archives privées qui sont passées très vite dans les collections. On va peut-être partir du côté de Besançon. Alors, je pense qu'on va faire... Alors à Besançon, on a une histoire similaire, hein, puisque musée associatif également, évidemment, donc un musée qui est fondé par une ancienne déportée qui s'appelle Denise Laurac, qui est une intention qu'on peut, qui commence à naître dès les années 50, mais qu'on peut dater assez précisément en 1964, puisqu'à cette date-là, on a une exposition dans la ville de Besançon qui commémore les 20 ans de la Libération. Et Denise Laurac, visitant cette exposition, se rend compte qu'on n'y dit quasiment rien de la déportation et réalise finalement l'urgence de faire quelque chose pour transmettre cette histoire. Donc elle interpelle le maire, Jean Mingeot, ancien résistant, qui va l'assurer de son soutien et qui va mettre néanmoins une condition à la réalisation de ce projet, c'est la fédération de toutes les associations d'anciens résistants et déportés de Franche-Comté. Alors, si on se remet un petit peu dans le contexte de l'époque, il faut imaginer que c'est du sport de fédérer ces anciens, à la fois résistants, à la fois déportés, de bords politiques évidemment très différents. Et Denise Laurac va mettre quelques années, 2 ans, pour fédérer ces associations et donc fonder ce musée en 1969 et l'ouvrir en 1971 dans ce cadre que vous connaissez peut-être, qui est celui de la citadelle de Besançon, donc citadelle Vauban, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui surplombe la vieille ville de Besançon et qui se trouve être également un lieu de répression majeur, puisque entre 1941 et 1944, 100 personnes y ont été fusillées, donc condamnées à mort par le tribunal militaire allemand de Besançon. Donc musée qui ouvre ses portes en 1971, assez modeste à l'époque, 6 salles, et qui va totalement se renouveler 10 ans plus tard, en 1982, avec une exposition plus vaste, beaucoup d'objets. Contrairement d'ailleurs à toi, Isabelle, une exposition qui était... beaucoup foisonnante, oui. Voilà, foisonnante, c'est le mot. Énormément d'objets, beaucoup de textes également. Et donc c'est cette exposition qui a été fermée en 2020. Et c'est ce musée qui va rouvrir, si tout se passe bien, en 2023, puisqu'il fait l'objet d'un grand projet de rénovation. Voilà. Donc collection associative à la base, et donc collection municipale depuis 2001, puisqu'il y a eu cession des collections à la ville de Besançon. Autre destination de week-end, il faut peut-être y passer il y a un peu plus de route que pour Nantua, mais oui, on se réserve une petite visite en 2023, je crois que ça... Et c'est un site hors du commun aussi, hein, c'est une boucle du Doubs et un très beau patrimoine
Vauban. Et puis alors, oui, peut-être, si tu me permets, une minute supplémentaire pour rajouter un mot qui est important, c'est que ce site donc, a été acquis par la ville auprès de l'armée en 1959, et le maire a voulu en faire un site culturel et de loisirs. Donc on y trouve un jardin zoologique qui est installé depuis 1960, un musée d'ethnologie, le musée Comtois depuis 1964, le musée donc, de la résistance et de la déportation, et les remparts de Vauban, donc, ce qui nous fait un ensemble très hétéroclite, qui accueille à peu près 250 000 visiteurs par an, et très intéressant pour nous, Musée de la Résistance et de la Déportation, puisque dans nos à peu près 60 000 visiteurs annuels, on a 80% des gens qui poussent la porte un petit peu par hasard, puisqu'ils sont venus voir le site, le zoo, et donc ils ont cette curiosité de rentrer chez nous. Voilà, c'est un détail, mais qui est essentiel et fondateur pour nous. Un public d'opportunités, pas que, mais oui. En partie. Alors, on a vu les points de contact évidents entre nos structures. Les points plus divergents, ils sont géographiques. Le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation de Lyon, il est dans une aire urbaine. Donc le récit qu'on va faire à travers nos collections, c'est plutôt celui d'une résistance urbaine, de phénomènes urbains. Mes collègues et voisins, c'est autre chose. Alors, la taille du territoire varie, mais on va parler d'autre chose à Nantua, par exemple. Alors c'est vrai que nous, les collections sont vraiment plutôt centrées sur le maquis, on va dire, et puis également la déportation. Et puis notre angle d'approche aujourd'hui, c'est l'échelle plus particulièrement du département, avec ses particularités. Mais c'est une collection très locale, on en reparlera quand on montrera des objets, et donc un musée territorial, on va dire. Donc, alors pour Besançon, un musée difficile à cerner peut-être, pourrait-on dire, évidemment centré sur la résistance et la déportation comme l'indique son intitulé, plus spécifiquement sur la déportation par mesure de répression, donc la déportation des résistants qui se sont engagés et donc qui ont souffert de la répression, avec alors une approche, je dirais, régionale pour ce qui est de la résistance, mais aussi un petit peu plus loin national, puisqu'en fait Denise Laurac, dans les années 70, va prendre la tâche d'Henri Michel, président du comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, qui, à la fin des années 60, en fait, se rend compte qu'il a travaillé pendant de très nombreuses années sur un projet de musée de la résistance qui ne se fera pas à Paris pour des raisons politiques, et donc va réorienter une partie des collections qu'il a pu collecter vers Besançon. Voilà, ce qui fait ce statut un peu étrange d'un musée à la fois régional, mais aussi qui présente des éléments qui ont plus trait à l'histoire nationale. Pour la résistance, et pour ce qui est de la déportation, avec un angle très fort donc sur la déportation par mesure de répression, et sur la déportation des femmes également, puisqu'on a à Besançon le fonds Germaine Tillon, tout son fonds d'études sur la déportation des femmes françaises à Ravensbrück. Je vous ai mis là un petit diagramme pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ressemblent nos collections. Je pense que ce sera assez similaire à ce que vous pouvez avoir toutes les deux, c'est-à-dire énormément d'archives, un petit peu, alors vous voyez qu'on est à 80, j'arrive pas à lire, je crois que c'est 83%, enfin 80% à peu près, un petit peu d'objets, c'est 15 000 objets dans nos collections tout de même, quelques cartes et plans, quelques livres, quelques affiches, mais aussi et surtout, permettez-moi de vous en dire un petit mot, des dessins. On a à Besançon une collection unique d'art en déportation, donc essentiellement des dessins qui ont été réalisés par des déportés dans l'univers concentrationnaire, au péril de leur vie, clandestinement évidemment. Et donc on a environ 600 pièces qui sont conservées à Besançon, ce qui en fait une des plus belles collections en Europe. Donc l'objet de ce projet de rénovation qui est mené par toute l'équipe, c'est aussi de pouvoir présenter cette collection jusqu'ici invisible au public. Oui, alors je confirme que quand on prépare nos expositions temporaires, à peu près 9 fois sur 10, on se tourne invariablement vers nos collègues de Nantua et Besançon pour y trouver des choses, et notamment des documents ayant trait à la déportation. Et même dans cette exposition qu'on présente actuellement, consacrée à nos collections, à nous, du Centre d'Histoire, et bien devinez quoi, on a réussi à faire un petit lien avec les collections du musée de Besançon. Tu veux peut-être en dire un mot? J'interrogerai peut-être ma collègue Marion qui est dans la salle aussi. On a une histoire commune assez incroyable à ce propos.
Peut-être c'est toi, Marion, qui veut. Non, on conserve, donc parmi les dessins dont je vous parlais, on conserve des dessins de Jeannette Lerminier. Je pense que je l'ai mis le dessin, je crois bien. Tu l'as mis, ouais. Il est juste en dessous. Oui, ça doit être là. Oui, c'est ça. Voilà, vous voyez ce dessin qui se trouve en haut à droite de Jeannette Lerminier, donc jeune femme qui est déportée à Ravensbrück et dans un commando de travail de Ravensbrück qui s'appelle Oleichen, où on fabrique de la poudre et des munitions. Jeannette Lerminier va trouver un petit crayon et va dessiner essentiellement des portraits de ses camarades sous une forme, vous le voyez, très particulière puisqu'on a des visages qui sont absents. Jeannette Lerminier l'explique puisque pour elle, elle ne sait pas assez bien dessiner pour s'attaquer au visage. Alors c'est toutefois très paradoxal puisque par contre on sait exactement quelles sont ces personnes qui sont représentées. Et pour ce dessin très particulier, qui est, je l'avoue d'ailleurs, celui que je préfère de Jeannette Lerminier, on voit donc 3 femmes qui sont adossées à ce gros radiateur en fonte et on se demande bien ce qu'elles peuvent faire. Alors la légende va nous éclairer puisqu'on a Bohémienne, Henriette Fermier et Marie de Robien qui sont en train de recopier la recette de la langouste thermidor pendant la pause de nuit à la poudrerie de Leichen. Donc 2 personnes identifiées, et puis cette 3e bohémienne, dont on ignorait le nom, puisqu'on avait simplement son surnom de résistante. Et voici 2 ans, je dirais, Marion, le CHRD donc, a reçu une famille qui voulait faire un don sur une dame de la famille qui s'appelle Marie Besson. Et il se trouve que par un incroyable hasard, cette Marie Besson s'est révélée être bohémienne. Voilà, donc on a pu à cette occasion, et grâce à vous, et je vous en remercie tous les jours, retrouver l'identité de cette femme. Donc une histoire qui est très touchante, qui montre aussi à quel point ce travail et ces liens qu'on a en réseau sont essentiels pour pouvoir avancer tous ensemble. En fait, dans le corpus qu'on a reçu, il y avait un courrier signé bohémienne. Oui, voilà. Comme on se connaît un peu et qu'on se parle, on savait bien qu'il y avait une bohémienne représentée dans les collections de Besançon et Tint, voilà. Après, voilà, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est magnifique. Et puis, c'est peut-être pour ça qu'on reste aussi longtemps dans ces musées-là, entre parenthèses. C'est que quand on vit ça, ne serait-ce qu'une fois tous les 2 ans, ça donne vraiment envie de rester. Il y a un sujet qui apparaît là, dans le joli diaporama de Vincent, c'est les 80 et quelques % de fonds de collections constituées d'archives. C'est un sacré sujet, ça. Évidemment, non. Alors, c'est pas propre au musée d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Tous les musées d'histoire conservent beaucoup de... Chez nous, on appelle ça des documents plats, 2D, du papier, en fait, des écrits. Parce que l'histoire, ça se fait à partir des sources écrites dans nos sociétés. Donc, évidemment, on en a beaucoup. On a des fonds qui sont généralement rentrés chez nous via des familles, donc des archives privées. Alors quand on dit archives, ça paraît lumineux à tout le monde, sauf que pas tant que ça en fait. Ce qu'on appelle nous, professionnels de musée, archives, ça résonne très différemment dans les oreilles de nos collègues archivistes. Archivistes publics, donc archives départementales ou archives municipales, qui, eux, sont structurellement là aussi pour collecter plutôt des archives publiques, mais aussi des archives privées. Et ça donne lieu à des discussions parfois animées, parce que ces collègues archivistes, ils siègent dans les commissions scientifiques régionales d'acquisition dont je vous parlais, et on est à peu près à chaque fois accrochés sur la pertinence de faire rentrer ces documents dans un musée plutôt que dans un centre d'archives. Un petit retour d'expérience. Oui. Rentrer et surtout rentrer en collection. C'est ça qui leur pose problème, qu'on entre en collection ce genre de documents, c'est-à-dire qu'on attribue un numéro d'inventaire, ce qui donne un statut très différent un petit peu des archives, puisqu'à partir, comme l'a dit Isabelle, à partir de ce moment-là, le document devient inaliénable et imprescriptible. Et effectivement, on se heurte régulièrement dans les commissions à des refus, parfois, ou à des reports. En gros, tout ce que vous pouvez présenter en objet 3D, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est 2D, en gros, voilà, on vous dit, voilà, il y a toujours des discussions. Et pour eux, l'archive, c'est pas seulement
comment dire, un document écrit, hein. Ça peut être une photographie, ça peut être... donc ça pose problème parce que nous, ça fait partie des choses que naturellement on a rentrées dans les collections. Enfin, je pense que c'est le cas aussi pour vous, qui nous paraissent vraiment importantes à ne pas séparer du reste. Parce que par exemple, si vous collectez sur, je sais pas, un déporté, vous pouvez très bien avoir son vêtement de déporté, mais aussi les petits objets en lien avec la déportation, mais aussi également tout ce qui concerne les documents écrits. Et je trouve ça très dommage de séparer tout ça. Et à partir du moment où on ne l'indexe pas de la même manière, ça pose aussi la question sur comment on va protéger aussi tout ça. Ça pose d'autres questions. Et d'ailleurs, je dirais pour compléter, Florence, que c'est aussi souvent l'une des raisons pour lesquelles les familles viennent nous voir, nous au musée, c'est pour garder l'intégrité de ces fonds, voilà, pour éviter d'en disperser les objets à droite, les archives à gauche, et de garder les photographies de famille par exemple, mais de retrouver en un seul et même endroit cet ensemble qui n'a de valeur que parce qu'il est ensemble justement. Et puis il y a une vraie... je pense qu'il y a aussi souvent une confiance dans les musées, c'est-à-dire qu'ils donnent plus facilement aux musées qu'aux archives, parce qu'on fait des expositions et ils voient immédiatement la valorisation. Souvent, à l'occasion d'expositions, eh bien, des personnes viennent voir l'exposition et viennent nous trouver. Ah, ben, moi aussi, j'ai ça dans mes fonds, est-ce que ça vous intéresse? C'est souvent comme ça qu'on rencontre d'ailleurs les familles. Et beaucoup. Alors, sur les 10 dernières années, évidemment, c'est des questions qui se sont beaucoup posées pour des raisons générationnelles évidentes. La génération des acteurs de la Seconde Guerre mondiale, donc plutôt nés dans les années 10, malheureusement ils ont disparu depuis assez longtemps, mais les années 20, disparaissant, on a été beaucoup plus sollicités qu'avant par des familles qui nous apportaient des fonds entiers extrêmement composites parfois, mais avec clairement la volonté que ce soit chez nous. Et pas ailleurs. et pas chez nos collègues archivistes, dont le sérieux n'est pas remis en cause, mais voilà, c'est quand même on a un vrai sujet là, et qui suit le renouvellement de l'historiographie, c'est-à-dire qu'il y a des thématiques qu'on n'a pas vues pendant très longtemps chez nous, musées quand même centrés sur la résistance, les prisonniers de guerre, par exemple, notamment, et qui ont émergé finalement il y a une grosse dizaine d'années chez nous, peut-être un peu plus récemment chez vous, je ne sais pas. Il y a d'autres sujets mais typiquement la question des prisonniers de guerre, elle est particulièrement claire là-dessus. Tout à fait, parce que généralement les propositions de dons, c'est essentiellement de la correspondance. Parfois on a toute la correspondance familiale entre le prisonnier et sa famille, et parfois même la correspondance au moment de la mobilisation jusqu'à la fin de la captivité. Donc je trouve ça dommage vraiment de séparer ça des petits objets qui ont pu être... Mais on est souvent face à une incompréhension aussi de ces commissions, qui pour la plupart sont souvent composées aussi de personnes venant d'autres types de musées, c'est-à-dire de musées d'art ou musées et qui ne comprennent pas toujours, je dirais, la logique d'un musée d'histoire. Je crois qu'on a une bataille à mener. On amène. Pour se défendre, mais qui n'est pas forcément gagnée. Et pour autant, le ministère n'est pas très clair, la position n'est pas claire non plus dans ces commissions. Le ministère de la Culture, non. Oui. Non, pas trop. Alors, qui dit parcours de vie dit borne chronologique. Est-ce qu'on collecte que 39-45 ou avant-après? Alors nous, dans le PSC qu'on a établi donc en 2013, PSC, c'est un projet scientifique et culturel, donc le document d'orientation du musée, qu'on est censé renouveler tous les 5 ans, bien entendu, on le fait tous. où on parle justement des grands axes d'acquisition. Nous avions défini comme un des axes d'acquisition la construction de la mémoire dans l'immédiate après-guerre, parce que nous sommes aussi dans un musée qui est situé dans un lieu de mémoire,
Et donc, par exemple, nous collectons par exemple les drapeaux des associations, les archives des associations, mais aussi des médailles. Et on a aussi un espace, alors je ne sais pas où ça va être, c'est sur la mémoire, je pense, mais donc c'est tout à la fin. On a un espace aussi où on présente notamment des médailles, les médailles reçues pour expliquer un petit peu l'attribution aussi des décorations dans l'immédiate après-guerre. Et puis on a également, on présente des parcours de résistants. Et pour présenter un parcours de résistant, souvent on présente un avant, mais aussi un après pour parler de l'engagement. Donc pour moi, la question va au-delà de ça. Il y a souvent un avant, un après dans l'engagement des résistants. Donc on peut collecter des choses qui ont du sens justement sur le parcours d'un résistant ou d'un déporté aussi. Et c'est vrai que souvent, d'un point de vue psychologique ou je ne sais quoi, souvent les personnes qui se sont engagées pendant la guerre, qui ont survécu à la guerre, vont s'engager ailleurs après-guerre. Exemple, dans nos collections, on a des collections relatives à un comité de soutien aux réfugiés chiliens, donc des réfugiés qui arrivent à Lyon, enfin, en France et en Europe dans les années 70, d'un ancien résistant qui s'appelait Louis Coste-Charer, qui s'est beaucoup investi dans l'accueil des réfugiés chiliens. Et donc on a, par exemple, une quantité assez importante de banderoles, de manifestations de soutien au peuple chilien. Banderole, vous voyez, c'est le truc de 3 mètres de long, une manif, quoi. Donc on avait récupéré ce fonds. Alors clairement, ce n'est pas dans notre champ chronologique. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas une forme d'engagement qui s'inscrit dans la droite ligne de la Seconde Guerre mondiale? La limite à tout ça, c'est nos capacités de stockage, pas de stockage, de conservation. Et assez vite, on est un peu saturé. Alors, je ne sais pas, quel est ton champ chronologique, Vincent? Quel est mon champ chronologique? Alors, je dirais qu'il y a un peu de choses à différencier. Il y a ce qu'on collecte et ce qu'on documente. Très clairement, sur la documentation, on part de l'avant et on poursuit largement après. Sur la question vraiment de la collecte, on va quand même rester assez... Alors, on va rester centré essentiellement sur 39-45, et quand on va en sortir, c'est pour rester sur des thématiques de la guerre. Typiquement, alors ça, on parlait de commission d'acquisition, je ne voudrais pas vous couper l'appétit avec ça, mais c'est une discussion qu'on a toujours avec la commission pour, par exemple, tout ce qui concerne la correspondance des anciens déportés ou des anciens résistants. Voilà, on sort de la borne chronologique, clairement, mais ce dont on parle, c'est des liens qui se sont fondés en déportation et qui subsistent après. C'est des informations qu'on échange sur des camarades qui sont décédés, sur ceux qu'on a retrouvés, sur des difficultés de se réadapter à la vie d'avant, etc. Donc c'est pour nous des choses qui sont essentielles et qui nous concernent directement. Voilà. Donc ça, on va évidemment collecter. Par contre, sur les engagements postérieurs, on va les documenter, mais on ne va pas les collecter, essentiellement par manque de place, voilà. Essentiellement aussi par manque d'argent, puisque comme le disaient Isabelle et Florence tout à l'heure, on parle d'acquisition, même si ce sont des dons, mais ces dons, de toute façon, génèrent de l'investissement, parce qu'il faut avoir des réserves qui sont adaptées, parce qu'il faut avoir du matériel de conservation qui est adapté, parce qu'il faut pouvoir engager aussi des opérations de restauration, donc tout ça, de toute façon... Quelques photos de... J'ai mis, oui, alors voilà, vous voyez un peu parfois l'état des documents qui peuvent nous parvenir. Alors on parlait des archives, Florence en parlait tout à l'heure, vous avez une correspondance ici entre un prisonnier de guerre et sa femme. Alors, une seule partie, les lettres qui ont été envoyées par le mari à son épouse. Voilà. L'autre versant n'a pas été conservé, donc ça c'est difficile mais intéressant, il nous en manque un bout. C'est très intéressant parce que c'est le jeu du puzzle, là on essaie de retrouver les informations, voilà. Et c'est aussi très intéressant parce qu'on parle beaucoup de représentation. Ici on a affaire aux prisonniers de guerre qui s'imaginent la vie que peut mener sa femme et qui en général sont en commune mesure avec la réalité de ce qu'elle affronte au quotidien. On va voir aussi ce que vous avez tout en haut. Alors j'ai titré cette diapo une histoire menacée. Je vais peut-être un peu aller en avant de ce qu'on avait prévu, mais simplement pour attirer votre attention aussi sur une limite qu'on rencontre continuellement dans notre sujet, qui est la frontière entre ce qui a trait à l'histoire et ce qui a trait à la mémoire intime d'une famille. Comme on collecte des archives qui sont privées,
donc en lien avec des parcours de résistants, de leur famille. Cette imbrication en fait du privé et du public, elle est là tout de suite. Et ce qu'on constate, c'est que très souvent, les gens qui viennent nous voir ne viennent pas nous donner spontanément des choses qui nous intéressent pourtant beaucoup, comme par exemple les correspondances. On va venir nous voir avec une médaille, typiquement, avec une arme. Voilà, la médaille, c'est la reconnaissance, l'arme, c'est l'engagement dans la résistance, le symbole de l'engagement. Donc c'est des choses qui viennent souvent. Pour autant, nous, par exemple, à Besançon, ce ne sont pas des choses qui vont directement nous intéresser. Mais c'est en discutant avec les familles, en échangeant avec elles, tiens, vous avez une médaille de votre grand-mère, pourquoi est-ce qu'elle a eu la Légion d'honneur? Parce qu'elle était agent de liaison, voilà, elle faisait le lien entre le maquis et le chef régional. Ah bon? Ah bah oui, d'ailleurs, j'ai toujours son vélo dans la cave. Ah bon? Voilà, bah oui, elle est en photo à côté, elle me racontait comment elle cachait les messages dans le guidon, voilà. Et en fait, c'est un patrimoine qui émerge petit à petit par la discussion et par les échanges. Et par la rencontre, voilà. Et petit à petit, on voit cette part de l'intime qui ressort et qu'il est parfois difficile de confier. Alors, je vais vous donner un dernier petit exemple. Une famille parisienne, le monsieur nous avait donné un fonds de presse clandestine incroyable de la fin de l'année 40, année 41, donc très précieux, avec des exemplaires uniques, mais on n'avait même pas de photo de ce monsieur. Donc, plusieurs dizaines d'années après, on a décidé de faire des petites recherches généalogiques pour retrouver au moins une photo, pour incarner ce monsieur. Et en discutant avec la famille, ils nous disent, bon, bah, nous, on a trouvé quelques photos, mais on n'a rien du tout. Et puis en fait, en passant chercher cette photo dans l'appartement parisien, on discute un peu avec les filles qui étaient là. Et au bout de 2 heures, je vois sortir un sac Promode de dessous la table. Et on me dit, et puis sinon, il y a aussi ça. Et ce sac était rempli de dizaines de correspondances entre le mari qui était interné au Baumettes à Marseille et son épouse qui était à Breims, un camp d'internement. Et on me dit tout de suite, mais attention, ça par contre, c'est quelque chose d'intime, ça n'a aucune vocation à rentrer au musée. Et c'était intime pour la famille parce que les 2 époux se déclaraient leur amour. Voilà. Et donc, alors, bon, évidemment, c'est une décision qui appartient à la famille, mais je veux simplement attirer leur attention sur le fait que cet amour, c'est une réalité de la guerre aussi. Et parler d'un musée de la résistance et de la déportation, c'est aussi parler de... c'est aussi des gens qui ont vécu, bien sûr, des circonstances exceptionnelles, mais qui ont aussi été traversés de sentiments qui sont aussi les nôtres aujourd'hui. Et finalement, pouvoir, à un moment donné, dans un musée, en faire état, ça me semblait important. Voilà. Et 3 ans plus tard, la décision a été prise de leur côté, donc ils sont d'accord pour les donner. Voilà. Et vous voyez comme quoi c'est des choses qu'il faut travailler. Voilà. Pardonnez-moi, j'étais un peu long. Non, mais c'est très bien. C'est un point qu'on est évidemment prévu d'aborder, le sensible. Alors, il y a la frontière de l'intime dont Vincent a fort bien parlé. Et effectivement, on est toujours plongé au cœur des familles. Pour le meilleur, il y a des histoires d'amour magnifiques qui affleurent. Et parfois un peu pour le pire. Des fratries dont on dit oui, tout le monde a signé, tous les 5, et vous voyez débarquer quelqu'un qui dit, il paraît que mes frères et sœurs, oui, mais tout le monde a signé. On est 6 dans la famille, c'est moi le 6e. Je suis jamais invitée à Noël non plus. Et ça annule le don, entre parenthèses. Hein. Ça nous est arrivé une fois où ils s'étaient annoncés 6 et ils étaient 7. Enfin bref, c'est le 7e qui est venu réclamer. Et là aussi, ça fait émerger plein de trucs qui ne nous regardent pas et en même temps on est dedans. Je pense d'ailleurs que les dons étaient plus simples du temps des témoins, justement, que. Enfin, aujourd'hui, voilà, donc c'est la 2e, voire la 3e génération qui nous donne des choses. Donc parfois ça peut très bien se passer, mais effectivement on peut être confronté à ce type de problème. Donc on parle de résistance, on parle de persécution. On parle de répression. Il y a des choses dont on ne parle pas tant que ça. Alors il y a des choses dont on parle tout le temps, mais en filigrane. C'est la violence, par exemple. Comment on représente la violence? Alors la violence, ça passe aussi par les armes. Donc, Florence conserve un arsenal impressionnant. Voilà, au musée de la Résistance, nous conservons de quoi faire un second maquis.
j'ai fait un petit calcul. Nous avons 322 armes, donc on n'expose pas tout. Hein. Et d'ailleurs, autrefois, il y en avait beaucoup d'exposés. Alors, je ne sais pas si on peut retrouver la petite photo. J'ai une photo d'un ancien, lors de sa collecte, c'est dans les premières photos. Voilà. On voit René Collet qui est fier comme tout. Donc c'était au tout début de la création du musée, donc dans les années 80. Et une des premières préoccupations, c'était la collecte avant tout des armes. Ça a bien marché. Voilà, ça a bien marché. Ça nous a posé beaucoup de problèmes aussi, puisqu'il a fallu neutraliser tout ça. La plupart sont passées au banc à Saint-Étienne. Sachant qu'au passage, on s'est fait voler des petites choses. Et aujourd'hui, c'est plus obligatoire de passer au banc à Saint-Étienne, mais donc elles doivent être en tout cas neutralisées. Voilà. On a à peu près autant de grenades, également d'explosifs. On avait un ancien résistant qui était spécialiste en armes et en explosifs et qui nous a donné tout l'arsenal, avec également des petites recettes sur comment ça fonctionne. Voilà, donc... Il venait avec une petite valise en 2001, il m'amenait plein de petites choses. Et voilà, on a une vraie documentation sur ça. On a aussi beaucoup de matériel militaire, alors beaucoup d'uniformes aussi. Donc ça donne une idée. Alors c'est plus présenté du tout comme ça. Et justement, dans la nouvelle muséographie, on a fait le choix de présenter beaucoup moins d'armes, mais par contre de vraiment expliquer les armes. Ça, c'était l'ancienne muséographie, mais ça donne une idée de... Voilà, par exemple, là, on a une vitrine dans la nouvelle muséographie où on va détailler le pistolet mitrailleur Sten, le Bren, voilà. Mais on ne présente pas voilà, ça a été un choix pour la nouvelle muséographie, avec ici une MG42 également, qui est considérée comme un trophée, là aussi, par les anciens résistants. Je vous disais aussi, alors le pistolet de Délestrin. Ah bah oui. Alors voilà, j'ai mis le pistolet, le Luger de Délestrin, qui est présenté dans une vigne, qui avait été donnée par M. Guillain, d'ailleurs, à l'époque. Donc beaucoup aussi de matériel militaire, donc et on a notamment pas mal de containers de parachutage, mais aussi beaucoup d'uniformes. Du matériel de sabotage aussi, voilà. Donc là aussi, on en a présenté beaucoup moins que ce qui était présenté auparavant. Alors, ce qui est quand même très intéressant aussi par rapport à cette collection, c'est que souvent, cette collection a été donnée par des acteurs originaires de l'Ain qui ont transmis l'histoire de l'objet. Donc, ce qui est assez exceptionnel. Enfin, notamment pour les maquisards, donc je dois avoir des choses un petit peu plus loin. Sur les costumes. Donc ça, c'est aussi une trousse de chirurgie. C'est très impressionnant. Ça qui a appartenu à... Alors aussi, on a des anciens agents britanniques ou américains qui sont restés étroitement liés au musée et qui ont fait don d'un certain nombre d'objets. Ici, vous avez la trousse de Geoffrey Edward Parker, qui était la trousse de chirurgie de Geoffrey Edward Parker, qui était un chirurgien britannique qui s'est porté volontaire pour soigner les maquisards dans l'Ain. Et cette trousse nous a été donnée par René Guillet, qui exerçait à Lyon, voilà, tout à fait, qui travaillait avec justement Parsifal, là, donc on a également toute une collection de post-émetteurs au maquis, avec au centre un très beau S-phone radiobalise, et également cet objet que vous avez sur la gauche, qui doit être plus détaillé dans la photo suivante. Alors ici, le post S-phone radiobalise qui a été utilisé dans l'Ain. Et cet objet assez rare, qui est une sorte de cocotte minute, qui servait à recharger les post-émetteurs au maquis. Donc on a un certain nombre d'objets comme ça qui sont assez étonnants et qui méritaient vraiment à la fois qu'on recontextualise l'objet, mais surtout qu'on donne des explications techniques. On n'a jamais participé à la semaine de la science, mais ce serait intéressant de réfléchir à l'inventivité sous l'occupation. Voilà.
On a aussi une sorte de dynamo sur un vélo qui permettait aussi de produire de l'énergie. Et puis, on parlera peut-être un peu plus loin de la vie quotidienne, mais on a aussi des objets assez particuliers de la vie quotidienne, notamment un gazogène qui servait à remplacer l'essence, une bicyclette à ressort. Voilà. Des armes, Vincent? Des objets armes, de guerre? Parce que finalement, on parle ouais. de guerre. Peu d'armes. Alors, contrairement à Florence, c'était une volonté de Denise Laurac et de François Marcot, qui est l'un des fondateurs du musée aussi, qui a été un grand historien de la résistance. Peu d'armes parce que pour eux, d'une part, présenter ces armes, c'était aller à l'encontre de leur idée, de l'idéal du musée, qui était un musée qui œuvrait pour la paix. Et d'autre part aussi, pour François Marcot, présenter les armes dans le musée, c'était mettre de côté la question du problème de l'armement, justement, pour la résistance. Et c'est la raison pour laquelle ces armes ont été très peu collectées. La ligne directrice qu'on continue d'appliquer jusqu'à maintenant, c'est on acquiert des armes quand on peut les documenter avec le reste d'un parcours. Voilà. Nous aussi. Voilà, c'est vraiment... mais c'est vrai que c'est... C'est difficile à expliquer parfois. Oui. Et ça a vraiment été cette ligne directrice du musée. Donc peu d'armes. Par contre, évidemment, la violence est partout. La violence de la résistance, la répression de la résistance. On est sur un site d'exécution. Donc cette violence, elle transpire du lieu. Et puis, on a quand même un axe très important sur la déportation. Alors, en termes de muséographie, je ne sais pas si certains d'entre vous étaient déjà venus au musée de Besançon, mais c'était un musée qui a été reconnu dès les années 80 comme un musée assez marquant, parce qu'il avait justement scénographié cette violence. C'est un musée sur 2 niveaux, un premier niveau essentiellement sur... alors, déconseillé au moins de 10 ans, oui. Un premier niveau essentiellement sur la vie sous l'occupation et la résistance, et puis un deuxième niveau sur la déportation. Et ce niveau qui était tout noir a beaucoup usé, et parfois même un peu abusé, d'agrandissement photographique. Et on avait une sorte de progression dans le discours qui allait de la répression vers la déportation et vers le génocide de plus en plus violente. Et on était confronté à des photos de plus en plus grandes et de plus en plus impressionnantes, quoi. Ce qui fait que cette violence était omniprésente, et quand on s'est posé la question de la rénovation, on s'est vraiment posé la question de cette représentation de la violence, parce que nos bureaux se trouvaient juste à la fin du parcours, et en fait on était continuellement confrontés à des gens qui sortaient quasiment en pleurs, parfois même en courant, parce qu'on était dans cette atmosphère noire, ils avaient besoin de revoir la lumière. Et pour moi, c'était pas une réussite. Alors certes, c'est important de toucher les gens, mais il y avait une notion qui m'était essentielle, c'était cet équilibre indispensable pour moi entre l'émotion et la raison. D'autant plus essentiel que le musée, finalement, à Besançon, se trouve dans ce lieu particulier de la citadelle, et que c'est un lieu, le musée, finalement, comme le disait tout à l'heure Isabelle, c'est une visite un peu d'opportunité, et donc, on n'est pas, si vous voulez, le public qui vient nous voir va plutôt utiliser la visite du musée comme un déclencheur d'intérêt, c'est-à-dire on est plutôt en début de chaîne, si vous voulez. Voilà. C'est pas, par exemple, ici comme à Lyon, où on va être intéressé, on s'est documenté, on a vu des films, et on vient au musée pour apprendre, mais là on est venu au zoo, la porte était ouverte, on est rentré parce que pourquoi pas, c'est intéressant, et donc le musée il est là pour faire se questionner finalement. Donc il fallait absolument pour moi qu'on puisse utiliser la corde de l'émotion, mais qu'on garde aussi cette capacité de raisonner et de s'interroger. Donc on a fait le choix de beaucoup moins montrer la violence dans la future scénographie, et de l'incarner plus par les collections que par les photos. Voilà. Alors j'ai une petite photo à vous montrer en avant-première, puisque ça nous a été remis par notre scénographe tout récemment. Alors voilà un exemple, donc, qui est, je me permets de mettre un petit coup de diaporama, qui est la salle qui va être consacrée à la répression. Donc on est dans un ancien bâtiment de casernement Vauban, donc c'est des salles qui font à peu près 30 mètres carrés. Vous voyez qu'on a, vous avez le plan sur la gauche ici. Alors pour vous parler un tout petit peu de scénographie, la répression c'est 2 aspects, d'une part la persécution et d'autre part la répression de la résistance. Donc réprimer ceux qui sont nés et réprimer ceux qui ont fait. On a utilisé ici le bâtiment avec cette grande vitrine centrale dans laquelle je vais vous montrer une porte de prison.
Et on s'est dit que finalement, cette possibilité d'arriver dans cette salle et de partir de chaque côté nous permettait d'exprimer ces deux modes de répression. Alors on a les mêmes acteurs, c'est pour ça qu'on est dans le couloir au début, et ces mêmes acteurs vont d'un côté persécuter et de l'autre réprimer. Donc ça nous permet aussi de mettre en espace ce discours. Et donc avec, alors je vais vous en dire un tout petit mot parce que ça a été l'objet d'âpres débats avec nos scénographes, cette vitrine centrale avec cette porte, qui est donc une des portes d'une cellule de la prison de Dole. Et cette porte qu'on a choisie, alors on a fait ça un petit peu dans chacune des salles, on a choisi ce qu'on appelait des objets phares pour incarner le discours. Voilà, parce qu'on sait qu'on a ce public à la Citadelle de gens qui n'ont pas conscience d'être dans un musée et donc qui n'ont pas forcément les codes du musée. Donc il faut que le musée puisse s'adapter à eux et essayer de les intéresser au discours par d'autres moyens. Et donc ce moyen, c'est vraiment les collections et leur présence. Donc c'est pour ça qu'on a voulu mettre cette porte au centre. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir une connaissance étendue de la Seconde Guerre mondiale pour comprendre qu'on a affaire là à la répression avec l'imposante porte de prison. Mais ce que voulait me faire le scénographe au début, c'était cette porte de prison l'enchâsser dans 2 murs en briques pour recréer le volume d'une cellule et puis mettre le poteau. Alors je ne sais pas si vous voyez, tout au fond derrière à gauche, vous avez un poteau des fusillés. Et il voulait me mettre le poteau des fusillés derrière. Et je lui disais non, alors c'est pas possible pour 2 raisons. D'une part parce qu'on n'a pas besoin de reconstituer pour comprendre. On comprendra naturellement que c'est une porte de prison. Et d'autre part aussi parce que quand on va arriver, on va voir la porte de prison et par la petite fenêtre à barreaux, on va voir le poteau derrière. Et ça donne une compréhension biaisée de la répression. Ça veut dire, voilà, à partir du moment où on est en prison, on finit au poteau, ce qui n'est pas le cas. Donc voilà, ça n'a pas été facile pour le scénographe de trouver une autre solution, parce que ça lui plaisait beaucoup ce qu'il avait trouvé, mais au final il a trouvé quelque chose de merveilleux, c'est qu'il a recréé cette idée du volume de la cellule en verre, ce qui fonctionne bien parce qu'on n'est pas dans une reconstitution, et on s'est servi du volume de cette cellule pour mettre une petite tablette que vous voyez derrière, et on va trouver sur cette tablette toute la correspondance clandestine que pouvaient envoyer les détenus à l'extérieur. Voilà. Et finalement, le verre est intéressant parce qu'il reproduit le volume, il donne une idée un peu d'un volume hermétique, simplement comme on peut voir à travers. On évoque aussi finalement toutes ces relations qui existent clandestines entre le dedans et le dehors. Voilà, donc, et puis vous voyez qu'on a gardé quand même l'aspect un peu noir. Cette couleur, elle est utile parce que finalement, pour un public qui ne connaît pas trop la période, en utilisant ces nuances de couleurs, on donne une idée de la lecture du sujet qu'on va proposer aussi. Voilà, donc on part du gris, on va vers le noir et on revient vers le gris. Ça permet finalement, sans s'en rendre compte, d'orienter un petit peu la lecture du visiteur. Et oui, parce qu'on s'adapte à nos publics. De mon temps, rituellement en 3e, on voyait nuit et brouillard, et hop. Nous, je pense qu'une des choses les plus violentes qu'on présente ici au CHRD, sont les extraits du procès de Klaus Barbie. Il n'y a pas d'image de violence. Il y a les mots, les récits des victimes. Et on a vu des jeunes ou des moins jeunes sortir en pleurant ou avec un malaise de cette salle. On va d'ailleurs les retravailler, pas forcément pour atténuer ça, mais pour qu'il y ait un sens. La violence, c'est aussi... c'est d'autres thématiques qu'on traite moins, parce que nos collections, on ne les raconte pas tant que ça, un peu quand même. Collaboration, épuration, violence, notamment de l'immédiate après-guerre. Vous avez ça chez vous, chers amis? Pas grand-chose, mais voilà. On s'est risqué un petit texte sur l'épuration. On a un petit document qu'on a trouvé à la mairie d'Ambérieu-en-Bugey, effectivement, mais... Alors, peu de collaboration chez nous, des aspects officiels, bien sûr, mais ce qui nous manque, c'est le parcours du collaborateur et les archives du collaborateur, comme on peut avoir ceux du résistant. Alors, je vous dis, ça nous manque, et en même temps, je pense que si on l'avait, on serait aussi embêté, parce que alors, on parle souvent de la CNIL au musée, parce qu'on a le problème des noms. Voilà. Nommer des résistants, ça pose aucun problème. Nommer des collaborateurs, ça pose problème, puisqu'il y a bien sûr des familles, et que ces familles... ne peuvent rien de ce qu'ont pu faire ceux qui sont passés avant eux. Voilà, donc on aborde bien sûr la collaboration, mais on n'a pas d'archives à proprement parler sur des parcours de collaborateurs. Un petit peu d'épuration, mais alors
La difficulté des archives qu'on peut avoir sur l'épuration, c'est qu'on a un grand nombre d'archives, un grand nombre de dossiers qui ont été constitués soit par les groupes de résistance, soit par les comités locaux de libération ensuite, qui sont des dossiers qui vont servir à instruire des procès. C'est pas parce qu'on a des archives en lien avec des personnes que ces personnes ont été condamnées pour des faits de collaboration plus tard. Voilà. Donc c'est aussi à traiter avec beaucoup de tact, quoi. Voilà. Alors nous, on a été contactés 2 ou 3 fois par des familles allemandes qui nous ont apporté, il y en a d'ailleurs dans le parcours permanent, des familles, des descendants de soldats allemands qui ont été à Lyon pendant la guerre et qui nous ont apporté par exemple des photographies d'enterrement de soldats allemands tués par la résistance. C'est drôlement courageux comme attitude. Et donc vous en verrez dans le parcours permanent. Et on commence à être contacté de temps en temps aussi par des familles qui disent on sait bien qu'il s'est passé des trucs pas terribles dans notre famille pendant la guerre, voilà, on veut en savoir plus. Ils ont rarement gardé autant de choses que les familles de résistants, mais je pense que c'est une mémoire et donc des objets et des documents qui vont émerger dans les années qui viennent. Ce sera toujours extrêmement minoritaire évidemment dans nos musées, mais on commence à voir ce genre de choses. Peut-être un petit mot sur le sujet, parce qu'il y a une page de l'histoire de la citadelle que je ne vous ai pas contée, c'est que tout de suite après la libération de Besançon, dès octobre 1944, le site de la citadelle devient un camp de prisonniers de l'armée allemande. Donc pendant 4 ans, entre 1944 et 1948, il va y avoir 6500 prisonniers de guerre allemands qui vont être internés à la citadelle et qui vont participer aux travaux de déminage, aux travaux des champs, à la reconstruction, etc. Parmi ces 6500 personnes, 400 sont décédées à la citadelle, essentiellement durant l'hiver 44-45, essentiellement du fait des très mauvaises conditions sanitaires du site, aussi pour certaines parce qu'il y a eu des gens qui ont été abattus, en particulier le général von Brodowski qui a été abattu à la citadelle, qui était le général qui était chargé du maintien de l'ordre sur la grande région centre en 1944 qui comprenait Oradour. Donc une histoire qui n'est pas très facile à traiter sur le site, d'une part parce qu'on a très peu de choses. Alors ces derniers temps, effectivement, un peu comme toi Isabelle, on a des familles de prisonniers qui viennent nous voir et qui nous documentent, qui nous apportent des collections sur cette question-là. D'autre part aussi parce qu'on a affaire à certaines personnes qui souhaiteraient qu'on rende hommage à ces prisonniers allemands et à ces morts. Ce qui pose un problème quand même éthique assez important, puisque sur le même site, on a 100 résistants qui ont été fusillés et on a 400 prisonniers de guerre qui sont morts. La comparaison chiffrée se fait tout de suite. Voilà, donc comment faire œuvre d'histoire sans forcément commémorer, c'est une question délicate, d'autant plus qu'on ne sait rien de ces prisonniers de guerre. Donc potentiellement, dans ces prisonniers de guerre, il y a des gens qui ont participé à des exécutions, il y a sûrement des SS qui ont été emprisonnés là aussi, donc c'est très difficile de commémorer des gens dont on ne sait rien des parcours. Voilà, donc on essaye de faire le nécessaire pour traiter de la question dans le futur parcours d'exposition, mais en tout cas je pense que l'idée de la plaque est exclue à la citadelle. Éternelle tension aussi entre l'approche historique et l'approche mémorielle. Mais ça, on ne va pas en traiter ce soir, hein, promis. promis. Qu'est-ce qu'on va faire rentrer dans nos collections dans les années qui viennent? Ça dépend des mois, j'imagine. Je pense que oui, effectivement, actuellement au musée, on a une exposition sur les prisonniers de guerre et donc ça fait partie des collections. En tout cas, nous avons lancé un appel à collecte dans le cadre d'ailleurs de cette exposition. On a eu une vingtaine de propositions de prêts. Alors je précise plutôt de prêts. C'est-à-dire que les familles sont très très attachées aux objets, plus encore que et ils ne sont pas forcément dans la démarche encore du don. Alors, on va avoir quelques dons, mais c'est plutôt des prêts. Ils espèrent récupérer les objets à l'issue de... Alors ils seraient prêts à nous les reprêter, mais pas forcément à les donner. Donc, mais je comprends, hein, parce qu'il y a un lien très intime, presque sacré à des petits objets ramenés de captivité. Et puis
avec la disparition des gens, Oui. restent les objets, les photos, les archives. Et Voilà. c'est d'autant plus dur de s'en séparer aussi. Des reliques. Ouais. Voilà. C'est ça. La vie quotidienne, c'est un Alors, axe, la vie quotidienne, alors nous, on a déjà pas mal de choses. Oui, mais vous avez quelques Peut-être qu'il faut, trains. Oui, qu'il faut pardon. montrer un petit peu. Peut-être vous montrer Oui. le gazogène. Et voilà. Oui, je crois que le musée de Nantua, c'est un des plus riches sur cette thématique-là. C'est vers la fin. Alors, Florence, je sais plus. Textile. Voilà. Je vois pas du tout. Hein. Je vais plus te loin. le souris. Alors, je descends, là, je sais plus. Il n'y a pas de flèche. Je l'ai perdu tout à l'heure. Alors, des costumes allemands, là, vous voyez. Alors, une robe de mariée en toile de parachute. Et celle-ci, en plus, alors là c'est un très beau don. Ah, puisque... attends, ça suit. Pardon. Ça suit pas. Ah mince. Ah oui. Ah, pourquoi c'est... Ah oui, parce qu'il y a le diaporama, je pense. Ah oui. Ah bon. Ah oui. Bon, eh ben, alors tu peux fermer. On va fermer Besançon. Oui, on va fermer Besançon. Le musée est fermé de toute façon. C'est ça non, Ouais, je pense qu'il faut faire un clic droit en dessous. Ouais. Oui, là, c'est une très belle histoire. En fait, on a une robe de mariée en toile de parachute. Enfin, on en a plusieurs au musée. Je pense que les collègues également en ont. Mais il se trouve qu'en 2019, on a une dame de 98 ans qui nous a donné sa robe de mariée. Donc, voilà, ça a été vraiment une très belle, un très beau don. Et en plus, on a collecté toute l'histoire de cette robe, hein, puisqu'elle s'est mariée en août 1944. Son mari était originaire de Vienne et elle était de la Bresse. Et il est venu en vélo se marier en août 1944. Voilà, donc une très belle histoire. Je crois qu'il y a une photo juste après où on la voit avec ça. Il faut cliquer sur la photo. Oui, avec les flèches. Voilà. Ah oui. On voit Suzanne, voilà, qui est venue, et son frère. Donc, elle était agente de liaison donc en Bresse, et son frère faisait partie d'un groupe FTP. Donc voilà, ça a été un moment très 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 fort. Elle a aussi quand même quelle confiance dans le musée. Voilà. Pour donner sa robe de mariée. Voilà. Alors là aussi, on a des costumes là ici alors la tenue de saut aussi d'un agent britannique. Américain. Alors, je n'ai pas parlé aussi, nous avons des reconstitutions, donc les fondateurs du musée ont scénographié à leur manière les choses dans les années 90, notamment en 93, avec une reconstitution sur la vie au maquis, reconstitution qu'on a gardée dans la nouvelle muséographie, parce que ça fait partie de l'histoire du lieu, hein, c'est une mise en récit en fait par les acteurs. Alors ici, une tenue de maquisard avec la tenue des chantiers de jeunesse, hein, puisque dans l'Ain, un groupe de résistants sont allés attaquer les chantiers de jeunesse pour s'équiper pour l'hiver. Et c'est une tenue emblématique des maquis de l'Ain. Pourquoi ? Tout simplement parce que lors du défilé d'Oyonnax, toutes les personnes qui vont défiler, qui n'avaient pas d'uniforme, vont revêtir donc ces blousons de cuir, ces pantalons. Et vous avez même la petite boîte de chloroforme, je ne sais pas si qui a servi à endormir les gendarmes le jour. Voilà. Donc on a aussi la petite histoire avec la boîte de chloroforme. Ah, donc, voilà. Donc, alors question, elle vous est arrivée comment la boîte? Parce que c'est incroyable qu'elle ait été en considérée fait, comme précieuse. elle a été conservée parce que ce coup de main a été organisé par un ancien résistant qui s'appelait Pierre Marcot, qui a photographié d'ailleurs aussi plein de choses pendant la période, qui a participé au défilé. Et quand il est allé faire le coup de main, je pense qu'il avait gardé la boîte, tout simplement, qu'il a donnée au musée. C'est pour ça qu'on vient souvent vous voir, en fait. Voilà, on a beaucoup d'iconographie aussi, sur le défilé, bien sûr, d'Oyonnax. On a également le film du défilé d'Oyonnax qu'on vient de faire restaurer. Je ne sais plus où est la vie quotidienne. Alors, on a également au musée aussi une très grosse... très grande collection d'affiches de propagande qui ont une histoire aussi avec le musée, hein, puisqu'on a 2 secrétaires de mairie de l'époque qui avaient mis de côté un certain nombre d'affiches de propagande cachées au grenier. Donc le secrétaire de mairie de Châtillon-sur-Chalaronne et un autre de Chevry dans le pays de Gex.
Et c'est comme ça que s'est constituée la première collection d'affiches de propagande. On a à peu près 163 affiches de propagande. Et ça fait partie des collections aussi qu'on enrichit chaque année. On fait une veille. Là, alors, autant la plupart des collections proviennent de dons. Là, pour le coup, on fait une veille lors des ventes aux enchères. Voilà, donc des choses aussi sur la libération. C'est la vie quotidienne. On a une collection de dessins aussi assez exceptionnelle sur le thème de la discrétion, de la peur des espions. Donc vous avez vu voici quelques photos. On a plus de 163 dessins. Il s'agit de dessins qui avaient été exposés aux Champs-Élysées avant la défaite. L'association des Amis du Musée a acheté à une collectionneuse en fait une partie de cette collection. Donc il y avait eu 5000 dessins exposés, nous on n'en a que 160 et je n'ai pas retrouvé les autres, on a fait des recherches, je n'ai pas réussi à retrouver les autres, mais elle est très très belle cette collection. Bon, des dessins de prisonniers de guerre, une imprimerie clandestine, je ne sais pas où est la vie quotidienne. Un objet pour les prisonniers de guerre qui est une choubinette faite avec des boîtes de conserve. Alors la particularité de l'Ain, c'est qu'aussi nous avons le pays de Gex qui est coupé du reste du département et qui va être placé dès juin 40 en zone interdite avec ici des panneaux de la ligne de démarcation qui proviennent notamment de Bellegarde-sur-Valserine qui a été ligne frontière. Voilà. Alors voilà quelques objets du quotidien, donc avec le fameux grilloir à orge, une machine à découper le tabac. On a aussi trouvé des affiches assez rigolotes en lien aussi avec ici des chaussures en mèche de chandelle. En fait, la maman avait recyclé les mèches de chandelle de la lampe à pétrole pour en faire des sandales d'été à sa fille. Et puis donc un gazogène qui provient d'un garagiste d'Hauteville, donc dans l'Ain. Et c'est même un prototype, puisque c'est un modèle de 1941, fabriqué à Bourg-les-Valence. Et seulement les modèles de 1942, en fait, ont été homologués, tout simplement parce qu'on avait du mal à trouver des pièces de rechange. Donc voilà, c'était une grosse chaudière à bois. Le gaz issu de la combustion du bois servait à alimenter le moteur. Alors, ce n'était pas très économique, il fallait 40 kg de bois en gros pour faire 100 km. Il fallait allumer la chaudière plus de 3 heures à l'avance. Mais bon, à défaut de mieux, ça permettait de circuler. Enfin, c'est vraiment un très bel objet. Une bicyclette à ressort aussi. C'est un Bresson qui a eu cette idée de remplacer les pneus par des ressorts. Parce que les pneus et le vélo étaient vraiment quelque chose d'important à l'époque. Alors il y a eu 3 exemplaires de cette bicyclette. Voilà, on en a un qui est présenté au musée. Des pains de savon. Alors on a eu un petit souci d'inondation cet été. Et ça fait partie des collections qui ont un petit peu mal... Elles ont bu la tasse. Non, elles n'ont pas bu la tasse, mais il y a eu une transformation chimique avec des petits champignons suite à des choses sur la déportation, bien sûr, des petits objets du quotidien. Et puis, alors nous avons bien sûr des dessins de déportés, mais nous avons aussi des petits objets très émouvants, avec notamment ce chapelet en mie de pain fabriqué par une dame à Ravensbrück, et puis ces petites boîtes tressées avec les pailles des paillasses. On a des collections un peu moins riches. Alors, mais par contre, ce qui est très à la fois émouvant et assez sidérant, on a aussi un chapelet en mie de pain, par exemple. Il y a des objets récurrents qu'on va retrouver dans toutes les collections. Je suis à peu près sûre que tu en as aussi. Des recettes de cuisine. Oui. Là, Mais dans les petites boîtes en paille de paillasse, non, on n'a pas. Dans l'univers concentrationnaire, vous avez des choses incroyables aussi. Oui, alors je ne sais plus ce que j'ai mis. Peut-être il y a peut-être 2-3 exemples. Ce qu'on va avoir essentiellement de précieux à Besançon, bon, tout est précieux évidemment, mais effectivement, on a beaucoup de ces petits objets qui ont été fabriqués en déportation, qui sont très touchants pour nous, puisque ces petits objets, ils disent ce que Germaine Tillon appelait la coalition de l'amitié, qui est vraiment un des éléments essentiels qui permet la survie dans cet univers concentrationnaire-là.
Oui, qu'est-ce que je vous avais mis? Non, j'en ai peut-être pas mis beaucoup. Hein. Non. Alors peut-être si tu remontes un peu, on va voir quand même le fer Fugbar aux Enfers qui est là dans les archives. Oui, sur celle-ci, voilà ce que vous avez en bas à droite, là ça fait partie de l'un des trésors de nos collections, donc c'est le manuscrit de la petite opérette que Germaine Tillon a écrite à Ravensbrück en octobre 1944, voilà, qui s'appelle donc Le fer Fugbar aux Enfers et qui est une opérette comique qui raconte la vie du camp avec des petites chansonnettes qui ont été composées sur le camp. Donc ça fait partie vraiment des collections extraordinaires qu'on a. On a aussi donc ces fameux petits chapelets en mie de pain et ces petits cadeaux qui sont très touchants parce que évidemment c'est interdit, d'autre part ça suppose du temps, ça suppose de la créativité et tout ça pour n'obtenir finalement aucun gain tangible. Voilà, c'est en général pas pour avoir du pain, pas pour pouvoir éviter le travail, c'est simplement pour témoigner de son amitié à une camarade qui est proche et donc ça montre réellement, dans ces petits objets, on a toute l'humanité qu'on a pu conserver qui s'exprime. On a eu un don, là, pas plus tard qu'il y a une semaine, d'ailleurs, je vais vous en dire un petit mot, parce que ça exprime aussi la manière dont se sont constituées nos collections. Alors, c'est juste pour vous dire ce don, c'est un tout petit médaillon, c'est gros comme ça. C'est un petit morceau de plastique qui a été volé dans une entreprise, et en fait, une déportée a gravé le portrait d'une autre. Donc on y retrouve des traits, c'est transparent, c'est très fin et on y trouve le profil de cette déportée qui est voilà, avec le haut de sa robe et son numéro de matricule. Et alors ce petit objet il est effectivement très intéressant puisqu'en fait cette dame qui s'appelle Marguerite Saussier est une donatrice du musée depuis les années 70, donc dès la fondation du musée, et elle a donné son écuelle et sa robe. Et puis quelques années plus tard, elle a été interviewée par François Marcot. Donc on a un témoignage audio qui a rejoint les collections 10-15 ans plus tard. Et puis en écoutant ce témoignage audio, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses dont elle parlait qui n'étaient pas dans nos collections. Des carnets de recettes de cuisine, des petits mots jetés du train, de la correspondance avec son mari. Donc on est retourné voir la famille et puis en parlant avec eux, effectivement, on a pu refaire émerger tous ces petits objets-là qu'elle avait conservés. Et qui, donc, elle n'étant plus de ce monde, c'est ses enfants qui nous en ont fait don, mais ça montre bien aussi la manière dont la démarche de l'historien évolue. Il y a des choses qui, à un moment donné, ne sont pas forcément jugées intéressantes. Il y a des choses aussi qui, à un moment donné, ne peuvent pas sortir de la famille. Et petit à petit, le temps faisant son œuvre, on se rend compte que les collections du musée s'enrichissent comme ça. Je vous dis juste un petit mot de cet extraordinaire fonds aussi. C'est un fonds d'archives d'une jeune femme du nord du Doubs qui s'appelle Jeanne Oudot, qui est une jeune adulte qui a une vingtaine d'années et qui écrit son journal durant toute la période. Donc là, vous avez la page du 6 juin. Et ce journal est rentré en 1996 et en le relisant dernièrement, on s'est rendu compte là encore qu'elle parlait de tout un tas de choses. Et on s'est dit, mais alors Jeanne Oudot était encore vivante à l'époque, on s'est dit, mais allons la voir, elle a peut-être des informations complémentaires à nous apporter. Et en fait, en allant la voir, elle nous a non seulement apporté des informations en plus, mais elle nous a surtout ouvert la boîte à photos pour illustrer ce dont elle parlait dans son journal. Et alors là, vous avez une photo que j'adore. C'est le cheval qu'on emmène à la réquisition en 1942 à l'Île-sur-le-Doubs. Tous les chevaux sont réquisitionnés et donc on sait, grâce à cette photo et grâce au journal, que quand son père a racheté un nouveau cheval, il l'a racheté borgne. Voilà. Petite anecdote, mais qui est très drôle aussi parce qu'elle illustre les stratégies de contournement finalement et comment s'adapter à la situation tout en évitant la réquisition. Alors, pour finir sur cette histoire, Jeanne Oudot est décédée l'an dernier et il se trouve la famille a retrouvé un autre journal, visiblement encore plus intime, que je n'ai pas eu le droit d'aller consulter, mais qui est encore aux mains de la famille et qui peut-être un jour arrivera jusqu'aux portes du musée. Donc, voilà, ça se fait sur des dizaines d'années tout ça. Voilà. C'est très intéressant pour nous aussi parce que ça montre la manière dont les choses se construisent et puis c'est aussi un lien qu'on suit avec les familles. Et ça c'est aussi très important, peut-être on peut en dire un mot, c'est que nos musées parlent d'une période qui révolue maintenant depuis longtemps, mais cette histoire elle est très vivante encore. Et c'est quelque chose qui est difficile à illustrer, et pourtant c'est quelque chose qui nous habite nous au quotidien, tous ces liens avec les témoins, avec leurs enfants qui nous accompagnent finalement.
C'est vrai que c'est un joli mot de la fin. Oui, c'est une histoire qui est encore très présente. Alors, on le voit dans tous les champs, dans le champ social, dans le champ politique, je n'en dirai rien, mais ça ne vous a pas échappé. La référence à la Seconde Guerre mondiale, elle est quand même plus que fréquente dans notre société actuelle. Et elle est tout aussi vivante dans les familles et aussi vivante dans les imaginaires, ce qui nous laisse a priori de beaux jours devant nous en tant que musée de la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, ça dit aussi que qu'on est dans des démarches dynamiques et mouvantes, y compris sur la gestion de nos collections et sur les acquisitions qu'on peut faire. C'est-à-dire que les champs de collecte d'aujourd'hui sont plus ceux d'hier, et pour autant ils viennent les compléter, les documenter, et ils nous emmènent tous les jours un peu plus loin. Un mot de la fin, Florence? Je sais pas. Oui, je sur la pense présence de la Seconde Guerre mondiale, y compris dans les paysages d'ailleurs. Je pense à quelque chose qui se fait et chez nous, peut-être pas chez vous encore. Les parcours urbains, c'est-à-dire qu'on emmène aussi les gens hors les murs du musée pour découvrir les traces ou l'absence de traces, mais avec un bon médiateur, on les voit quand même de la Seconde Guerre mondiale. Et on le fait dans un cadre urbain, mais nos collègues le font dans les paysages de moyenne montagne. Effectivement, là, nous, on fait pas mal de randonnées mémoire sur la question, parce qu'il y a des traces de mémoire un petit peu dans toutes les communes, et pas toujours, enfin, visibles parfois, ou à trouver aussi. Et je pense qu'il y a aussi peut-être un domaine qu'on a oublié, c'est aussi l'archéologie contemporaine. Parce que là aussi, dans nos paysages, il y a aussi beaucoup, parfois, encore des traces, justement, de cette période. Et un des axes aussi, dont on n'a pas parlé peut-être, sur lequel nous, on a le projet de faire une future exposition temporaire, ce serait le thème de la reconstruction aussi dans l'immédiate après-guerre, qui me paraît très intéressante et en résonance vraiment avec la période. Et là, pour le coup, on peut faire une vraie lecture de paysages à ce sujet. Parce qu'on a tous eu des villages complètement incendiés. Et je pense qu'il y aurait peut-être un sujet commun à construire, d'ailleurs, ensemble sur ce sujet. On est partant. Écoutez, il me reste à vous remercier, chers collègues, chers publics, de votre attention. Vous l'avez compris, on aime bien nos métiers. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange un peu. Oui. Sur la continuité historique dont vous avez parlé, il y a quelques temps, j'ai vu à la bibliothèque municipale de Lyon, il y avait une photo quand Martin Luther King a été accueilli à Lyon, à la table, il y avait Alban Bistel. Donc je ne sais pas où est la photo originale, mais j'ai trouvé ça dans les années 60, quoi. Il a accueilli, à Lyon, il y a eu je ne sais pas combien de personnes à bord du travail. Et bon, il a continué son travail de résistance, je peux dire sous une autre forme, en accueillant ce grand personnage. Ah oui, il y a des continuités dans les engagements qui sont notables. Oui. Ça devrait aller, mais... Oui. Merci. Je suis particulièrement intéressée par Besançon. Je suis venue vous voir, mais juste avant que vous fermiez. Oui, je me souviens. C'est vous qui m'aviez reçu, qui nous aviez reçu? Oui. Ah bon? Oui. Je vous reconnais pas vraiment. J'avais les cheveux longs à l'époque, c'est ça. Ah oui, avec une collaboratrice. Absolument. Enfin, non, avec une. Oui, alors on collabore pas chez nous, mais oui, avec une collègue. Oui, d'accord. Ah oui. Comment? Ah bon. D'accord. Bon. Alors, c'était très. Oui. Donc, les prisonniers, les correspondances du prisonnier avec sa femme, vous récoltez ça, je crois que c'est madame qui en parlait, vous récoltez ça aussi à Besançon. Oui, Nous aussi. oui, tous, hein, puisque les prisonniers de guerre, on parle de 1 800 000 personnes. Donc, vous voyez, en fait, c'est
phénomène de masse durant la Seconde Guerre mondiale, et toutes les familles ont des correspondances de prisonniers de guerre. Enfin, en tout cas, ont correspondu. La question, c'est ce qui reste. Oui. Et c'est là où on se retrouve d'ailleurs parfois avec une difficulté, c'est qu'on parlait de l'évolution de l'historiographie tout à l'heure, c'est un sujet qui est sorti tardivement. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont disparu parce que pas considérées comme importantes historiquement. Oui. Et vous parliez de cette question d'intime qui fait barrage au don. Oui. Ok. Peut-être qu'on vous reverra en 2023 alors. J'espère. Mais je veux dire, au moment où vous ouvrez votre nouvelle muséographie, c'est ça? Oui, c'est voilà. ça. Et puis, vous êtes quand même le centre, il me semble, de tout ce qui est Naartoet-Nebel, dépôt de la Martinière, etc. Bon. Oui. Et puis, pour répondre à je ne sais plus quelle question, donc je suis encore retournée en décembre au cimetière militaire allemand de Dagneux, qui est absolument quelque chose d'éblouissant. Et le gardien que j'ai eu au téléphone m'a dit « mais c'est ouvert tout le temps, toute la nuit, pour que les Allemands puissent venir à n'importe quel jour, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. » Et il y a cette superbe salle avec une statue immense d'une femme qui pleure, avec des noms gravés et quelques débris, et puis une salle où les gens sont reçus avec toute la liste des Allemands enterrés, dont, naturellement, Hugo Geisler, le commandeur du SIPO-SD à Vichy, qui a sa tombe là, après l'avoir eu à Clermont-Ferrand. Ça a été transféré, ses restes là-bas. Oui, merci, mais c'était très très intéressant. Et puis pour les archives Cordier qui sont actuellement en cours d'exploitation, c'est absolument génial. Il y a une énorme communication autour. Oui. C'est un fonds qui est peut-être plus modeste que l'énorme communication peut le laisser penser. Et ce ne sont pas, pour en parler, que les archives Cordier, c'est les papiers d'identité, papiers clandestins et des choses d'avant-guerre aussi très intéressantes de Daniel Cordier. Et là, même chose, on a été contactés par ces petites filles qui étaient à Grasse, qui nous ont demandé si on était intéressé par sa malle du BCRA. Bien sûr qu'on l'était, donc on a foncé dans le sud de la France, qui, entre parenthèses, n'est pas désagréable au mois de mai. Et le soir où elles nous ont reçus pour nous remettre la malle, elles ont aussi sorti un dossier d'archives en disant « Oh, puis on a ça aussi. » Est-ce que ça vous intéresse? Ah oui. Et elles trouvaient que c'était bien que ce soit à Lyon, parce que c'est là où il avait œuvré, à côté de Jean Moulin, évidemment. Donc vous pouvez en voir, 4 documents dans l'exposition. Tout à fait. Mais alors, justement, c'est intéressant. Je pense qu'il y a dû avoir pas des jalousies, mais des questions. D'autres, ça aurait pu être déposé à Paris, je veux dire, partout. Mais la question que je me pose aussi, c'est par exemple les archives de Justin Godard, qui sont à Champigny-sur-Marne. Moi, je suis allée les voir. Ça aurait pu être déposé à Lyon aussi. Les archives d'Yves Farge, dont on parle peu à Lyon, et ça vous l'aviez vous-même constaté lors de la conférence de la personne de Grenoble qui était venue présenter son ouvrage. Ça pose quand même des questions sur les opportunités, la façon dont se font les choses. Ça se fait. Déjà, c'est les familles qui décident, et puis ça se fait en fonction des liens que les familles ont avec tel et tel établissement, ou bêtement en fonction du lieu géographique où la famille est installée au moment où elle décide de faire le don. Puis je dirais que ça se fait aussi parfois en fonction des thématiques. Il y a des musées qui sont un peu identifiés en fonction de leur thématique. Typiquement Champigny, résistance communiste, déportation communiste, ils aimantent un peu tout là-dessus. Ah oui, ils sont très forts. Voilà, c'est parce que le musée s'est construit avec cette identité-là. Et Justin Godard, il n'était pas communiste non plus. Non, c'est étonnant. Oui. Je trouve qu'il avait plus sa place à Lyon, mais bon. Et puis, alors pour le dire autrement, je pense que vous partagerez peut-être cet avis. Ce qui importe pour nous, alors on a bien sûr cette sensibilité aux collections et on essaie d'acquérir évidemment, mais ce qui importe pour nous, c'est la conservation dans les collections publiques. Parce que au-delà de la fierté ou du plaisir qu'on peut avoir à conserver des parcours comme ceux-ci, ce qui est inquiétant, c'est qu'on sait que tous les jours, des cartons sont vidés dans les déchetteries avec des archives. Et je vous citerai peut-être un seul exemple qu'on a croisé pendant notre collecte, là, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a été arrêté à Besançon, qui a été déporté à Dachau, dont on conserve ce qu'il a écrit comme une de ses dernières lettres à l'époque, parce qu'il pensait être fusillé et non pas déporté. Et il a pu avoir toute une correspondance avec sa famille depuis Dachau.
Et en fait, au fil des générations, cette correspondance a été jetée à la poubelle par la famille parce que, un, c'était de l'allemand, et deux, c'était illisible. Et n'est resté qu'une lettre de tout ça. Donc vous voyez que même pour des familles qui ont conscience de l'importance du parcours d'un ascendant, il y a des choses qui sont jetées, qui se perdent. Donc c'est ça le risque premier. Voilà. Ouais. Et puis encore une fois, il y a pas mal de musées sur cette thématique, mais pas tant que ça. On se connaît et on s'admire, on échange beaucoup entre nous, on connaît nos collections. Une partie de ce fonds Cordier, d'ailleurs, quelques éléments du fonds Cordier vont être prêtés à nos collègues du musée d'Or de la Libération, qui au printemps prochain font une exposition sur le BCRA. Enfin, ça peut être conservé ici et montré ailleurs, et ce sera le cas si d'autres collègues le demandent, tout comme on a plaisir à montrer les collections des collègues, et je pense qu'il y a à peu près sur toutes les expositions que vous pouvez voir ici, vous allez trouver des éléments venant de Besançon, de Nantua. Merci beaucoup. Alors nos collègues repartent chacun chez eux ce soir, donc on va les libérer. Merci de votre attention. Merci. À bientôt. Avec plaisir. Ouais. Merci à vous aussi. Mais l'archéologie, c'est une approche nouvelle aussi, voilà. très intéressante. C'est des socles en béton, mais avec un commentaire, un parcours, c'est très intéressant. Parce que là, c'était quelque chose de très important. Ils étaient au sommet du département du Rhône, bon, il n'y avait pas de forêt, et ils contrôlaient toutes les livraisons des Alliés sur les maquis. Mais c'est une dimension qui va, je pense, Voilà. beaucoup nous intéresser dans les années qui viennent. Alors, les aviateurs anglais, ils balançaient des petites, des petites papillotes en métal, ça troublait les radars. Enfin, voilà, mais il y en a chez on en a chez moi, ouais, des paillettes d'étain. Je vais aller voir un jour, alors, parce que j'avais du mal à me reprendre. Tant qu'on ne voit pas l'objet, on ne voit pas. On dirait des lanières de papier alu un peu. C'est ça. Et ça brille, enfin, je sais pas. Oui, ça troublait les. Et là, si vous allez sur le site de Ranchal, à la mairie, ils ont fait un truc bien. Il y a un gars qui s'est passionné par ça, il a retrouvé le général qui est venu voir l'installation. Enfin, mais bon, si vous allez sur place, il faudrait que ce soit, comment dire, comme vous le travail que vous faites, rendu lisible et compréhensible. Il y a de vrais enjeux de protection, moi je pense aussi, et puis de ce genre de traces qui sont certainement disparues. Est-ce que le terrain appartient à privé? Oui, puis il y a comme quantité d'hurluberlus qui vont se balader avec des poils à fruits. Oui, c'est ça. Qui se développe de plus en Il y a plus du avec pliage les gens. Ah oui, les amateurs qui... Et ça, c'est un vrai... Voilà, par du béton, il ne reste pas grand-chose. Et puis en plus, c'est dangereux parce que quand la pluie tombe, on peut faire des piscines dedans, c'est même dangereux quand avec des gamins, il va falloir qu'elles soient sécurisées, c'est tout un... Merci bien, en tout cas, c'est très intéressant parce que l'aspect comment se construit un musée, souvent... C'est les coulisses en fait, oui, qu'on ne vous montre pas d'habitude. Les décors, c'est bien parce que comme dans un magasin, il y a le petit... Bonsoir. Bonsoir.